L'Iran promet des ripostes écrasantes contre les États-Unis et Israël. Écrasantes. Ce mot, dans la bouche d'un État, ce n'est pas juste une menace. C'est un signal. Un signal que quelque chose a franchi un seuil. Mais la vraie question, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est ce que ça veut dire réellement. Est-ce qu'on est face à une déclaration classique, comme il y en a eu des dizaines dans l'histoire, ou est-ce que, cette fois, quelque chose est différent? Parce que, quand trois puissances, comme celle-là, entrent dans une logique de confrontation, ce n'est jamais local, ce n'est jamais isolé, et surtout, ce n'est jamais sans conséquence. Et le plus inquiétant dans tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas encore. Des tensions accumulées depuis des mois, des lignes rouges qui deviennent floues, des réactions qui peuvent partir beaucoup plus vite que prévu. Une étincelle suffit, et l'histoire l'a déjà prouvé. Les grandes crises commencent rarement par une explosion massive. Elles commencent par des mots qui montent en intensité, des mots qui durcissent les positions, des mots qui rendent le retour en arrière de plus en plus difficile. Alors aujourd'hui, on va comprendre ensemble, simplement, clairement, sans jargon. Pourquoi cette déclaration change la donne, ce qui est vraiment en train de se jouer, et surtout, jusqu'où ça peut aller. Parce que derrière cette menace, ce n'est pas juste une rivalité, c'est un équilibre fragile, qui pourrait basculer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Depuis plusieurs jours, en réalité plusieurs semaines, la tension monte de manière très visible entre trois acteurs clés, l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais attention, on n'est pas dans un conflit classique avec une déclaration de guerre officielle. On est dans quelque chose de beaucoup plus flou, et donc beaucoup plus difficile à anticiper. Tout commence par une série d'événements qui s'enchaînent, des frappes ciblées, des opérations militaires indirectes, des accusations mutuelles. Chaque camp accuse l'autre d'avoir franchi une ligne rouge. Et dans ce jeu-là, personne ne veut apparaître comme faible. Résultat, chaque action entraîne une réaction. Chaque réaction appelle une réponse encore plus forte. C'est un cycle dangereux, parce qu'il peut très vite s'emballer. Du côté d'Israël, la stratégie est assez claire. Empêcher l'Iran de renforcer son influence militaire dans la région. Pour ça, Israël mène régulièrement des opérations ciblées, souvent contre des positions ou des alliés de l'Iran. L'objectif est simple, frapper avant que la menace ne devienne incontrôlable. Mais le problème, c'est que chaque frappe est perçue par l'Iran comme une provocation directe. Les États-Unis, eux, jouent un rôle central, mais délicat. Ils soutiennent Israël. Ils veulent contenir l'Iran. Mais ils cherchent aussi à éviter une guerre ouverte. Donc, ils avancent sur une ligne très fine. Montrer leur puissance, sans déclencher l'irréversible. Sauf que dans ce genre de situation, l'équilibre est extrêmement fragile. Et en face, l'Iran adopte une stratégie différente. Moins de confrontations directes, plus d'actions indirectes. L'Iran s'appuie sur un réseau d'alliés dans la région. Des groupes armés, des partenaires stratégiques, ce qui lui permet de répondre sans forcément s'exposer frontalement. Mais aujourd'hui, le ton change. Parler de riposte écrasante, c'est envoyer un message clair. L'Iran pourrait passer à une étape supérieure. Et c'est là que la situation devient vraiment préoccupante. Parce que jusqu'ici, chacun jouait un jeu de pression, mais avec certaines limites. Des attaques contrôlées, des réponses calibrées, une escalade, mais contenue. Sauf que maintenant, le vocabulaire devient plus dur. Les positions se radicalisent et les marges de manœuvre se réduisent. Et dans ce genre de contexte, le danger ne vient pas seulement d'une décision volontaire. Il peut venir d'un accident, d'une mauvaise interprétation ou d'une réaction disproportionnée. Donc non, on n'est pas encore dans une guerre ouverte, mais on n'est plus non plus dans une simple tension diplomatique. On est dans une zone grise, une phase d'escalade progressive, où chaque mouvement compte et peut tout faire basculer. Et maintenant que tu comprends ce qui se passe concrètement, la vraie question devient encore plus importante. Pourquoi cette situation est-elle aussi dangereuse? C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, à ce stade, tu pourrais te dire « Ok, encore des tensions au Moyen-Orient ?» Sauf que non. Cette fois, c'est différent. Et surtout,
c'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce qu'on a ici une combinaison extrêmement dangereuse de facteurs qui, réunis, peuvent faire basculer une crise locale en crise mondiale. Premier élément, les acteurs impliqués. On parle de l'États-Unis, Israël et l'Iran, trois puissances, avec des capacités militaires énormes. Les États-Unis, projection militaire mondiale, base partout, puissance technologique. Israël, une armée ultramoderne, rapide, capable de frapper très précisément. L'Iran, moins puissant directement, mais extrêmement stratégique. Et c'est là que beaucoup se trompent. La puissance ne se résume pas aux armes. L'Iran a développé une autre forme de force, la capacité à agir indirectement, partout dans la région. Et ça, c'est redoutable. Deuxième élément, le type de conflit. On n'est pas dans une guerre classique, pas de front clair, pas de déclaration officielle, pas de règles simples. On est dans ce qu'on appelle une confrontation hybride, c'est-à-dire des frappes ciblées, des cyberattaques, des actions via des groupes alliés de la pression politique et économique. Et ce type de guerre est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est difficile à lire, difficile à contrôler, et surtout difficile à arrêter. On peut escalader, sans même s'en rendre compte. Troisième point, et probablement le plus critique, le risque d'erreur. Dans ce genre de situation, tout repose sur des équilibres très fragiles. Chaque camp envoie des signaux. Chaque camp teste les limites de l'autre. Mais le problème, c'est que ces signaux peuvent être mal interprétés. Une frappe jugée limitée par un camp peut être perçue comme une déclaration de guerre par l'autre. Et à partir de là, la réponse peut être disproportionnée. Et l'escalade devient incontrôlable. L'histoire est remplie de conflits déclenchés, non pas par volonté, mais par erreur. Quatrième élément, la propagation. Ce conflit ne resterait pas isolé. Pourquoi? Parce que l'Iran n'est pas seul. Il a des relais, des alliés, des influences dans plusieurs pays de la région. Si le conflit s'intensifie, il peut rapidement s'étendre à d'autres zones. Et de l'autre côté, les États-Unis sont engagés dans de nombreuses alliances. Israël est soutenu par des partenaires puissants. Autrement dit, un conflit local peut devenir régional, puis potentiellement international. Et là, on change complètement d'échelle. Et enfin, le point le plus subtil, mais aussi le plus dangereux, personne ne veut perdre la face. Dans ce type de confrontation, reculer, c'est apparaître faible, ne pas répondre. C'est envoyer un mauvais signal céder. C'est perdre en crédibilité. Résultat, chacun est poussé à aller un peu plus loin, même si, au fond, personne ne veut une guerre totale, c'est un piège. Un piège stratégique, où tous les acteurs avancent, sans forcément pouvoir s'arrêter facilement. Donc, non, le danger ne vient pas uniquement d'une attaque massive, il vient de l'accumulation, des tensions, des erreurs possibles, et de cette dynamique où personne ne veut céder. Et c'est exactement ce mélange qui transforme une crise gérable en situation potentiellement explosive. Alors maintenant, une autre question se pose. Si tout le monde avance, si personne ne recule, qu'est-ce qui peut réellement déclencher le point de bascule? Et c'est probablement la partie la plus difficile à comprendre, mais aussi la plus importante, parce que le vrai danger ici, ce n'est pas forcément une guerre déclarée du jour au lendemain. Le vrai danger, c'est l'escalade invisible. Aujourd'hui, personne ne veut officiellement déclarer la guerre, ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël. Pourquoi? Parce qu'une guerre ouverte coûterait énormément, en vies humaines, en économie, en stabilité. Donc chacun avance, mais prudemment. On frappe, sans revendiquer clairement. On répond, sans franchir certaines limites visibles. On teste, sans aller trop loin. C'est une guerre de l'ombre, une guerre progressive, une guerre qui s'installe, sans déclaration officielle. Le problème avec cette logique, c'est qu'elle repose sur une illusion de contrôle. Chaque camp pense pouvoir calibrer ses actions, limiter les dégâts, éviter une réaction excessive. Mais en réalité, chaque petite action s'ajoute à la précédente. Une frappe devient une réponse. Une réponse devient une justification. Une justification devient une escalade. Et petit à petit, le niveau de tension monte, sans retour en arrière évident. C'est comme une pression qui s'accumule. Et dans ce type de situation,
Il y a toujours un moment critique. Pas forcément une énorme attaque. Parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Une frappe qui fait trop de victimes, une cible jugée trop symbolique ou une action mal interprétée. Et là, un camp décide que cette fois, c'est trop. Que la ligne rouge est franchie et qu'il faut répondre beaucoup plus fort. C'est ça, le point de bascule. Pas prévu, pas forcément voulu, mais impossible à ignorer. À partir de ce moment-là, tout peut s'enchaîner très vite. Une riposte massive, une contre-riposte immédiate, une montée en puissance des moyens utilisés, et surtout, l'implication progressive d'autres acteurs. Parce que dans cette région, les alliances sont nombreuses, les intérêts sont liés, et les conflits sont interconnectés. Résultat, ce qui était une tension ciblée peut devenir une crise régionale, puis internationale. C'est l'effet domino. Et une fois qu'il commence, il est très difficile à arrêter. Et le point le plus dangereux dans tout ça, c'est que chaque acteur pense encore contrôler la situation. On peut gérer. On sait jusqu'où aller. On ne franchira pas certaines limites. Mais l'histoire montre exactement l'inverse. Les crises majeures ne dérapent pas parce que les acteurs le veulent. Elles dérapent parce qu'ils pensent pouvoir les maîtriser. Et c'est là que l'escalade devient invisible. Parce qu'elle ne ressemble pas à une explosion brutale. Elle ressemble à une montée progressive presque silencieuse, jusqu'au moment où il est trop tard pour revenir en arrière. Donc, le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement une décision politique, c'est une dynamique. Une dynamique où chaque action appelle une réaction, chaque réaction augmente la pression et chaque pression rapproche du point de rupture. Et une fois ce point atteint, ce ne sont plus les intentions qui comptent, ce sont les conséquences. Alors maintenant, il reste une dernière question, essentielle. Si cette escalade continue, qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour le reste du monde ? Jusqu'ici, on a parlé de tension, de stratégie, d'escalade. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tout ça reste un problème lointain ou est-ce que ça peut réellement impacter le monde entier ? Parce que ce qui se joue entre l'Iran, les États-Unis et Israël dépasse largement leurs frontières. Premier impact, l'économie mondiale. Dès que les tensions montent à ce niveau, les marchés deviennent nerveux, les investisseurs hésitent, les échanges ralentissent. Et dans un système globalisé, tout est connecté. Une crise géopolitique majeure peut entraîner des perturbations commerciales, des retards dans les échanges internationaux, une baisse de confiance globale. Et au final, ce sont les économies du monde entier qui peuvent en ressentir les effets, même très loin du conflit. Deuxième point, et c'est l'un des plus préoccupants, le risque d'élargissement. L'Iran ne fonctionne pas seul, les États-Unis non plus. Et Israël est au cœur de nombreuses alliances. Donc, si la situation s'aggrave, d'autres acteurs peuvent entrer en jeu, des tensions peuvent apparaître dans plusieurs zones en même temps, et le conflit peut changer d'échelle très rapidement. On passe alors d'une crise régionale à une crise internationale. Et plus il y a d'acteurs impliqués, plus il devient difficile de contrôler la situation. Troisième conséquence, plus discrète, mais très importante, l'effet d'entraînement. Quand une grande tension éclate, d'autres rivalités peuvent se réveiller ailleurs. Certains pays peuvent tester leur propre rapport de force. Les équilibres deviennent plus instables globalement. C'est un phénomène qu'on observe souvent. Une crise majeure peut en déclencher d'autres, pas forcément liées directement, mais facilitées par le climat général. Résultat, le monde devient plus tendu, sur plusieurs fronts à la fois. Quatrième point, les équilibres mondiaux évoluent. Dans ce type de situation, les alliances se renforcent, les positions se durcissent, les blocs se dessinent plus clairement. Chaque pays observe, analyse et s'adapte. Qui soutient qui ? Qui reste neutre ? Qui change de stratégie ? Et progressivement, le monde se réorganise autour de nouvelles lignes de tension. Ce n'est pas immédiat, mais c'est profond. Et enfin, le point le plus important, l'incertitude. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est ce qui pourrait se passer.
Parce que dans une situation comme celle-ci, personne ne sait jusqu'où ça peut aller, personne ne sait quelle sera la prochaine étape, et personne ne contrôle totalement l'évolution. Et cette incertitude, elle influence les décisions politiques, les choix économiques, et même la perception du futur. C'est un climat de tension permanente. Alors non, on n'est pas encore dans un conflit global, mais on est dans quelque chose de tout aussi déterminant. Une montée des tensions, une instabilité croissante et un monde qui devient de plus en plus imprévisible. Parce qu'au fond, les grandes bascules ne sont jamais brutales au début. Elles commencent doucement, elles s'installent et elles redessinent le monde, presque sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est dans quel monde on est en train d'entrer.